Je m'appelle Apolline Vasseur, et j'avais 34 ans la nuit où mon père s'est dressé entre moi et le seul homme qui m'ait jamais élevé. L'hôpital sentait la cire pour le sol et le café brûlé. J'avais conduit 3 heures et demie depuis Lyon, suite à un message vocal laissé par une femme que je n'avais jamais rencontrée. Mon grand-père, Léandre, était en train de mourir, et mon père m'a accueilli à l'unité de cardiologie, les bras croisés. Il a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais: « Il ne veut pas te voir ». J'ai failli faire demi-tour, j'ai failli le croire, mais une infirmière a attrapé ma manche 10 minutes plus tard, m'a tiré par une porte latérale et a glissé le téléphone de mon grand-père dans ma main. Ce que j'ai lu sur cet écran m'a fait flancher les genoux dans une cage d'escalier. Et ce que j'en ai fait au cours des 3 jours suivants est la raison pour laquelle mon père ne contrôle plus un seul euro appartenant à Léandre Vasseur. Bienvenue sur Vengeance familiale secrète, où des gens ordinaires obtiennent de discrets et légitimes règlements de compte, et où ceux qui étaient sûrs que personne ne regardait finissent par devoir s'expliquer. Si les histoires de famille, de trahison et de justice méritée sont la raison de votre présence, laissez un commentaire et abonnez-vous. Laissez-moi vous ramener à l'appel qui a tout déclenché. L'appel est arrivé un mardi après-midi, le jour même où j'ai pris ma voiture pour prendre la route. J'étais à mon bureau au cabinet d'avocat, à mi-chemin d'un dossier de tutelle pour un client que je n'avais jamais rencontré, quand un numéro inconnu s'est affiché sur mon téléphone. J'ai failli le laisser sonner dans le vide. Les gens qui travaillent dans le droit du patrimoine et des aînés apprennent à filtrer les appels. Mais quelque chose m'a dit de répondre, et une voix de femme s'est fait entendre, basse et rapide, comme si elle parlait avec la main en coupe autour du combiné. « Est-ce bien Apolline, la petite fille de Léandre Vasseur ?» J'ai répondu que oui. Elle a dit s'appeler Fabienne, qu'elle était infirmière en chef au service de cardiologie du centre hospitalier régional et que mon grand-père me réclamait depuis 3 jours. Je lui ai dit que ça n'avait aucun sens. J'essayais de le joindre depuis des mois. Elle s'est tue une seconde. Puis elle a dit la chose qui a déposé un poids glacial dans ma poitrine. « Ma chérie, ton père a bloqué tous les appels. Il nous a dit que tu ne voulais pas être impliquée. » Je me suis levé si vite que ma chaise a roulé contre le meuble à dossier. Je lui ai demandé si Léandre était lucide. Elle a répondu que oui, complètement, qu'il savait exactement qui il attendait. Je lui ai demandé pourquoi elle risquait son emploi pour m'appeler. Elle a répondu « Parce que j'ai vu cet homme vous réclamer chaque matin, et je ne peux plus supporter de voir ça. » J'avais mes clés en main avant même qu'elle ne termine sa phrase. Je lui ai dit que je serais là avant la nuit. Elle a ajouté une dernière chose avant de raccrocher, presque comme une réflexion après coup. « Il veut que je vous donne quelque chose. Venez par l'entrée A, pas par l'accueil principal. » Je ne comprenais pas encore. J'allais bientôt comprendre. Vous vous demandez probablement comment une petite fille peut perdre 3 mois avec un homme qu'elle aime. Je me pose la même question chaque nuit depuis. Léandre m'a élevé après que ma mère soit partie et que mon père se soit remarié pour fonder une seconde famille de l'autre côté de la ville. Léandre m'a appris à lire un contrat et le cadran d'une horloge. Il a payé ma formation de clerc de notaire avec l'argent qu'il gardait dans une vieille boîte à biscuits en fer. Alors, quand il a cessé de répondre, je l'ai remarqué. J'ai appelé. La ligne sonnait puis coupait, à chaque fois comme si une main appuyait sur le bouton. J'ai envoyé des messages. Rien ne revenait. Je lui ai posté une carte d'anniversaire en mars, et elle est revenue dans ma boîte aux lettres avec le tampon « N'habite plus » à l'adresse indiquée, ce qui n'avait aucun sens, car il vivait dans cette maison depuis 40 ans. J'ai même appelé l'hôpital une fois, des semaines plus tôt, après qu'un voisin a mentionné une ambulance. La secrétaire a été gentille, mais ferme. Elle ne pouvait divulguer aucune information. Mon père était inscrit comme la personne de confiance et il y avait une procuration générale dans le dossier. Je connaissais assez le droit pour savoir ce que ce mur signifiait. Je connaissais assez mon père pour en avoir peur. Mais je me suis dit qu'il était occupé, ou têtu, ou fatigué des téléphones. J'ai enfoui l'inquiétude dans le travail, comme j'enfouis tout le reste. C'est mon défaut, si vous voulez lui donner un nom. J'en prends trop sur mes épaules et je deviens silencieuse. Et je me dis que le silence, c'est la même chose que maintenir la paix. Ce n'est pas le cas. Pendant que je maintenais la paix, mon père réécrivait la vie de mon grand-père, signature après signature. Je ne savais simplement pas quelle main tenait le stylo. Le trajet jusqu'à Saint-Geniès prend 3 heures et demie si on ne s'arrête pas, et je ne me suis pas arrêté. Tout au long de la route, j'ai répété comment être gentille. Je me suis dit que mon père avait peur, que la peur rend les gens territoriaux, que j'entrerais en douceur et que nous gérerions cela comme des adultes.
Je suis doué pour répéter. Je suis moins doué pour ce qui vient après. Il faisait nuit quand j'ai atteint la périphérie de la ville et j'ai pris une chambre à l'hôtel du Cheval Blanc sur la route départementale parce que je n'avais nulle part d'autre où dormir. Mon père et sa femme, Séverine, avaient emménagé dans la maison de Léandre des mois plus tôt pour l'aider, et je n'étais pas naïve au point de penser qu'il y aurait un lit pour moi là, bas. J'ai déposé mon sac, me suis lavé le visage, et j'ai conduit le dernier kilomètre jusqu'à l'hôpital. Les mains criées, le parking était à moitié vide sous les lumières au sodium. Et c'est là que j'ai vu la première chose qui clochait. L'utilitaire de Léandre, le vieux camion vert qu'il conduisait depuis que j'étais petite, était garé dans la rangée des visiteurs. Je connaissais ce camion comme je connaissais sa voix, mais la plaque d'immatriculation était nouvelle. La vignette d'assurance dans le coin du pare-brise était récente et il n'était plus à son nom. Je suis resté debout dans le froid, à le fixer plus longtemps que je n'aurais dû. Un véhicule ne change pas de main pendant qu'un homme se meurt, à moins que quelqu'un ne soit pressé. Je n'avais pas encore le mot pour ça. Le mot, c'était le vol. L'accueil du centre hospitalier régional est un demi-cercle en stratifié avec une femme fatiguée derrière et un panneau indiquant « Tous les visiteurs doivent figurer sur la liste autorisée ». Je lui ai donné mon nom. Elle l'a tapé, a froncé les sourcils, l'a tapé à nouveau. « Je suis désolé », a-t-elle dit. « Je ne vous trouve pas. » Je lui ai expliqué que Léandre Vasseur était mon grand-père, qu'il m'avait élevé, que j'avais fait la route depuis Lyon. Elle m'a lancé ce regard que les gens vous donnent quand ils veulent t'aider mais ne le peuvent pas. La famille du patient a défini la liste des visiteurs, a-t-elle dit. Et il y a une procuration dans le dossier désignant son fils comme contact. J'ai demandé qui avait défini la liste. Elle a refusé de le dire. Elle n'avait pas besoin de le faire. J'en connaissais les contours. Mon père avait construit un mur de papier et placé mon nom du mauvais côté. Je me suis appuyé sur le comptoir et j'ai gardé une voix neutre, car élever la voix n'ouvre jamais aucune porte. J'ai demandé si je pouvais parler à une infirmière, à un assistant social, à n'importe qui. Elle a dit qu'elle transmettrait un message. Je pouvais voir sur son visage que le message mourait dans un tiroir. Alors, je l'ai remerciée, car ce n'était pas elle qui avait fait ça, et j'ai reculé dans le hall, essayant de penser comme la clerc de notaire que je suis, au lieu de la petite fille. Le secret médical est réel. Une procuration est réelle. Mais une procuration vit ou meurt sur un point précis que la plupart des gens ne vérifient jamais. J'étais sur le point d'aller découvrir si mon père l'avait vérifié. Je ne suis pas allé bien loin. J'avais contourné le hall vers les ascenseurs, espérant avoir l'air d'être à ma place, quand mon père a surgi à l'angle du couloir, comme s'il m'attendait. Godefroy Vasseur a 60 ans aujourd'hui. Il est plus lourd qu'avant, avec nos mêmes yeux gris, mais aucune de la chaleur de Léandre. Séverine était un pas derrière lui, téléphone en main, observant la scène. Il n'a pas dit bonjour. Il s'est planté au milieu du couloir et a croisé les bras, comme il le faisait quand j'étais enfant, et qu'il voulait paraître plus imposant qu'il ne l'était. « Tu n'aurais pas dû venir », a-t-il dit. Je lui ai répondu que j'étais là parce que Léandre était mourant et que je voulais le voir. Il a secoué la tête lentement, presque tristement, jouant la comédie. « Il ne veut pas te voir ». C'était encore cette phrase. La phrase qui allait me suivre à travers tout ce qui viendrait ensuite. Il l'a dit doucement, ce qui était pire que s'il avait crié, car la douceur donnait l'impression que c'était vrai. Séverine hochait la tête comme une choriste de fond. « Il a besoin de repos, Apolline. Tu ne feras que le contrarier. » J'ai regardé mon père et je lui ai posé une seule question. « Alors pourquoi une infirmière m'a-t-elle appelé ?» Son visage a eu une réaction à ce moment-là. Un vacillement, rapide comme l'aiguille des secondes. De la peur, pas du chagrin. Il l'a rapidement masqué et m'a dit de rentrer chez moi, qu'il gérait la situation, que j'avais déserté il y a des années et que je n'avais pas voix au chapitre maintenant. Je n'ai pas discuté. Discuter, c'est ce qu'il voulait. J'ai dit « D'accord », et je me suis retourné pour marcher vers la porte d'entrée, pour qu'il me voie partir, et il l'a fait. Il regarde toujours la porte qu'il croit avoir fermée. L'entrée se trouvait à l'arrière, passé le quai de déchargement et une rangée de bennes à ordures, là où l'éclairage était mauvais et où la porte était maintenue ouverte par une serviette en papier plié. Une femme en blouse médicale se tenait juste à l'intérieur, et j'ai reconnu sa voix avant même qu'elle ne parle. Fabienne. Elle était plus âgée que je ne l'avais imaginé. Les cheveux argentés tirés en arrière, avec ce genre de constance que l'on n'acquiert qu'après 30 ans, passée à soutenir les pires nuits des autres. Elle a attrapé ma manche et m'a tiré à l'intérieur, à l'abri du froid. « J'ai vu votre père se diriger vers les ascenseurs », a-t-elle chuchoté.
Il croit que vous êtes parti. Elle m'a fait marcher rapidement le long d'un couloir de service, parlant à voix basse tout du long. Votre grand-père vous réclame depuis samedi. Chaque matin, je lui disais que vous alliez venir, et il fixait cette porte. Elle s'est arrêtée près d'une alcôve de fourniture et a plongé la main dans sa poche. Il m'a fait promettre quelque chose. Il a dit que si son fils vous renvoyait, je devais vous donner ça. Elle a mis un téléphone dans ma main. Pas un téléphone d'hôpital. Le téléphone de Léandre. Le smartphone bon marché que je lui avais configuré moi-même il y a 3 ans. La coque avait toujours ce bleu terne que j'avais choisi. Il était chaud de sa poche. Il ne pouvait pas atteindre le chargeur depuis son lit, a-t-elle dit. Alors je le maintiens allumé pour lui. Il veut que vous le lisiez. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dessus. Sa bouche s'est pincée. Je pense que vous devriez voir par vous-même, a-t-elle répondu. Et je pense que vous devriez vous asseoir d'abord. Je ne me suis pas assise. J'aurais dû. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé, et la première chose qu'il m'a montrée fut une conversation par SMS avec mon propre nom tout en haut. Le fil de discussion était étiqueté « Apolline », et ce petit cœur rouge à côté est le détail qui me réveille encore la nuit, car les messages les plus récents de cette conversation venaient de moi, sauf que je ne les avais jamais envoyés. Ils étaient là, des bulles bleues à mon nom, froides comme de la pierre. « Arrête d'appeler ici, j'ai ma propre vie maintenant. Je ne viendrai pas, ne demande plus. » J'ai fait défiler l'écran et mes mains sont devenues engourdies, car le fil remontait à des mois et il était rempli de cruauté. Je n'aurais jamais écrit ça à l'homme qui m'avait élevé. Celui qui l'avait fait m'avait étudié. Ils avaient utilisé ma façon de conclure les messages. Ils avaient utilisé une blague que seuls Léandre et moi partagions, retournée contre lui pour le blesser. Je me suis adossé au mur en parpaing et j'ai glissé jusqu'à me retrouver assise sur le sol froid de cette cage d'escalier, le téléphone tremblant dans ma main. Fabienne s'est accroupie à côté de moi et n'a rien dit, ce qui était la bonne chose à faire. Je pensais avoir compris, à ce moment-là. Je croyais que quelqu'un s'était fait passer pour moi. J'avais à moitié raison. J'ai fait défiler plus haut, au-delà des mensonges en mon nom, et j'ai découvert un second schéma en dessous. Et c'est là que le sol s'est véritablement dérobé, parce qu'il y avait aussi des messages allant dans l'autre sens, des messages adressés à moi, depuis le téléphone de Léandre, que je n'avais jamais reçu. Et j'ai finalement compris que la personne qui tenait ce téléphone depuis des mois ne s'était pas seulement fait passer pour moi auprès de lui. Elle s'était fait passer pour lui auprès de moi. J'avais juste besoin de savoir quel mensonge était venu en premier. Je dois faire une pause ici, parce que si vous avez déjà vu le téléphone d'une personne que vous aimez devenir silencieux, pour découvrir bien plus tard que ce silence avait été construit de toutes pièces, vous savez déjà que le sol était sur le point de s'effondrer sous moi. Si cette histoire touche une corde sensible, commentez avec un seul mot, limite. Cela aide la chaîne à atteindre ceux qui en ont besoin. Retournons sur le sol de cette cage d'escalier. Le fil des messages sortants était pire que celui des messages entrants. Il y avait des messages de Léandre envoyés à mon numéro, le numéro que mon père avait bloqué de mon côté pour qu'il disparaisse dans le néant. Ne reviens pas, Apolline. Je vais très bien. Arrête de t'inquiéter. Tu as ta vie. Vis-la. Chacun était écrit d'une voix plate et expéditive qui n'était pas la sienne. Léandre divaguait. Léandre racontait des histoires en passant du coq à l'âne. Léandre n'avait jamais de sa vie utilisé l'expression « t'inquiéter » de cette façon-là. Et enfoui au milieu de tout ça, un dimanche de février, il y avait un vrai message. Il avait été tapé lentement. Je pouvais le voir parce que la correction automatique était à moitié corrigée et à moitié non, comme ses mains tremblantes le laissaient toujours. Il disait seulement « Apolline, s'il te plaît, je ne sais pas ce qui arrive à mon argent. Il a pris mes clés. J'ai peur. » Il avait été supprimé du dossier des messages envoyés, mais il restait dans les brouillons, jamais délivré, car en février, mon numéro était déjà bloqué. Il m'avait écrit pour demander de l'aide, et le message n'avait nulle part où aller. Je l'ai lu 3 fois. Je ne pleurais pas, ce qui m'a surprise. J'avais atteint un point au-delà des larmes, un endroit froid et clair, l'endroit où je vais quand une affaire cesse d'être triste pour devenir résoluble. Parce que chaque faux message en mon nom, et chaque faux message en son nom, venait de la même main. Une personne s'était assise dans la maison de mon grand-père, sur le téléphone de mon grand-père et sur le sien, et avait écrit les 2 moitiés d'une trahison pour que nous croyions chacun que l'autre était parti. Je savais qui, je le savais depuis le couloir. La seule question qui restait était de savoir ce que j'allais faire à ce sujet. Et faire face à ça, c'est mon métier. Fabienne m'a fait entrer dans sa chambre
pendant que mon père était descendu à la cafétéria. Elle l'a fait comme les infirmières font tout ce qui compte, discrètement et sans en faire un spectacle. Et elle ne faisait rien d'illégal, peu importe les apparences. Léandre était alerte et lucide, et un patient lucide a le droit de décider par lui-même de qui s'assoit à son chevet et qui est informé de son état de santé, peu importe le nom qui figure sur les documents. Il me réclamait à voix haute depuis des jours. Fabienne était simplement la première personne disposée à traiter cela comme l'instruction que c'était. La chambre était sombre. Une seule lampe, le moniteur marquant sa lente ligne verte, et il était là. Léandre paraissait plus petit que la dernière fois, comme le font les personnes âgées quand le corps commence à rendre ce qu'il a emprunté. Mais quand la porte s'est ouverte, ses yeux m'ont trouvé et se sont illuminés comme la lumière d'un Porsche. Et il a dit « Mon nom, juste mon nom, Apolline ». Et les années se sont envolées. J'ai pris sa main, elle a tremblé dans la mienne. Ce tremblement qu'il avait depuis une décennie, celui qui avait mis fin à son travail de réparation d'horloge, mais qui n'avait jamais touché son esprit. Il m'a attiré près de lui, et sa voix n'était qu'un filet. « Ils m'ont dit que tu avais cessé de venir. Ils me l'ont montré. » Je lui ai dit que je n'avais jamais envoyé ces messages. Il a hoché la tête lentement, comme s'il le savait déjà sans oser y croire. « Je n'ai pas écrit ceux qui t'étaient destinés non plus, » a-t-il chuchoté. Quoi qu'ils aient dit en mon nom, ce n'était pas moi. Cela comblait le dernier vide. Puis la porte s'est ouverte, et Séverine était là, tout en fausse inquiétude éclatante, allumant la lumière crue du plafond. « Apolline, il a besoin de repos. » Elle s'est approchée du lit et a commencé à tripoter sa couverture, me répétant la réplique de mon père comme un script. « Tu ne feras que le contrarier. » La main de Léandre s'est resserrée sur la mienne avant qu'elle ne puisse nous séparer, et il a prononcé les mots que j'ai portés dans chaque pièce par la suite. « Ne le laisse pas gagner. » Je lui ai dit que je ne le laisserais pas faire, et je le pensais avec la détermination de quelqu'un qui a décidé de tout sacrifier pour ça. Séverine m'a escorté dehors, mais elle n'a pas pu effacer la juriste en moi. Sur le chemin du retour dans le couloir, j'ai lu le tableau blanc au poste de soins, celui avec les notes de l'équipe médicale, et j'ai repéré les mots « personne de confiance »,« procuration »,« fils »,« Godefroy Vasseur ». De retour dans le hall, j'ai fait ce que je fais pour n'importe quel client. J'ai commencé à poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Un employé de l'accueil, contraint à l'honnêteté car je maîtrisais le vocabulaire juridique, a confirmé ce que j'avais deviné. Il y avait une procuration bancaire et générale au dossier, signée il y a environ 6 ans, désignant mon père comme mandataire. 6 ans, ça collait. Ma grand-mère Marguerite était décédée il y a 6 ans, et dans le brouillard qui a suivi, Léandre avait signé un document que mon père lui avait mis sous le nez pour l'aider avec les factures. Un document de complaisance, le genre de papier que des millions de personnes honnêtes signent sans plus jamais y penser. Et Séverine disait au personnel que Léandre était confus, qu'il n'était plus lui-même, préparant le terrain pour affirmer qu'il ne pouvait plus prendre ses propres décisions. Je me tenais dans ce hall et je sentais toute la structure s'emboîter comme un engrenage dans un mouvement d'horlogerie. Mon père ne falsifiait rien. Il n'en avait pas besoin. Il avait un vrai document signé par une vraie main, et il l'utilisait comme un pied de biche. La question qui comptait, la seule, était de savoir si une procuration de complaisance vieille de 6 ans pouvait retenir prisonnier un homme qui connaissait encore son propre nom. Je soupçonnais déjà la réponse. J'avais besoin que quelqu'un me la confirme avant de parier les derniers jours de mon grand-père là-dessus. J'ai appelé Maître Delacroix depuis le parking de l'hôtel à 22 heures ce soir-là. C'est l'avocat pour lequel je travaille depuis que j'ai eu mon diplôme. Spécialiste du droit du patrimoine, 30 ans de métier. Le genre d'homme qui répond à son portable après les heures de bureau parce qu'il sait que les appels qui arrivent tard sont ceux qui comptent vraiment. J'ai exposé la situation dans l'ordre, comme il me l'a appris. Les appels bloqués, l'usurpation d'identité, l'utilitaire avec la nouvelle plaque, la procuration de complaisance d'il y a 6 ans. Il a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai fini, il a posé l'unique question que j'espérais qu'il pose. « Votre grand-père a-t-il encore toute sa capacité de discernement ?» J'ai répondu « Oui, clair comme de l'eau de roche. Les infirmières pourraient en témoigner. » « Alors votre père s'appuie sur du sable, a-t-il dit, et il m'a expliqué la procédure lentement pour que je retienne bien. Une procuration est un mandat donné par le mandant. Tant que le mandant a sa capacité juridique, il peut révoquer ce mandat quand il le souhaite. Par écrit, avec notification au mandataire. À la banque, à l'hôpital, la capacité n'est pas une question de mains fermes ou de cœur solide, a expliqué Delacroix. Il s'agit de savoir s'il comprend la décision
et ses conséquences. Une main tremblante n'a jamais rendu un homme incapable juridiquement. J'ai demandé ce qu'il me faudrait. Il a énuméré un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin, une révocation écrite et propre, un nouveau mandat de protection future et des directives anticipées correctement signées devant témoins ou notaires. Obtenez cela, a-t-il dit, et l'autorité de votre père s'évapore à la seconde où votre grand-père signe. Pour la première fois en 3 jours, j'avais un plan. J'avais juste besoin de la seule chose que mon père avait juré, que je n'obtiendrais plus jamais. 10 minutes seul, avec Léandre, et un notaire qui accepterait de se déplacer au chevet de l'hôpital. Mon frère Thibault m'a trouvé à l'hôtel le lendemain matin, avant que je n'ai fini mon café. Il a 3 ans de plus que moi, et a passé toute sa vie avec une mauvaise décision de retard. Il se tenait dans l'encadrement de ma porte, l'air de n'avoir pas dormi, et il n'est pas entré. « Tu dois laisser papa gérer ça, Apolline, a-t-il dit. Je lui ai demandé « Gérer quoi ?» Il fuyait mon regard. « Les affaires de papy. Papa maîtrise la situation. Que tu viennes ici ne fait qu'empirer les choses. » Je lui ai demandé « Empirer pour qui ?» Et c'est là que c'est sorti. Comme la vérité échappe à ceux qui n'ont jamais été faits pour la porter. Écoute, papa a dit qu'une fois tout réglé, il s'occuperait de ma situation. D'accord? Les découverts, les crédits à la consommation. Il a dit qu'il y avait assez. C'était ça. Les économies de mon grand-père ne disparaissaient pas simplement. Elles allaient quelque part, à une adresse précise. Papa avait promis d'effacer les dettes de Thibault avec l'argent des comptes d'un vieil homme. Et Thibault avait accepté de fermer les yeux en échange du prix de son propre sauvetage. Je ne lui ai pas crié dessus. Ça ne sert à rien de crier sur un homme qui est déjà en train de se noyer. Je lui ai juste demandé une chose. « Thibault, quand tu m'as envoyé ce message en février pour me dire de laisser papy tranquille, c'est toi qui l'as écrit ou c'est papa ?» Il a pâli. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Il est parti sans un mot de plus. Et je suis resté sur le pas de la porte à le regarder s'éloigner. Et j'ai compris que mon père n'avait pas construit ce mur tout seul. Il avait distribué des briques. Et ceux qui aimaient s'entendre dire qu'ils n'avaient pas à choisir les avaient prises. Fabienne m'a obtenu 10 minutes cet après-midi-là. De vraies minutes. La porte fermée. Mon père parti à la banque. Je me suis assise au bord du lit. J'ai tenu la main de Léandre et je lui ai dit que j'avais besoin qu'il m'écoute avec la part de lui qui démontait autrefois des montres sur la table de la cuisine. Il a souri à cela. Puis il a glissé sa main tremblante sous son oreiller et en a sorti un papier, plié en 4, ramolli aux pliures, à force d'avoir été manipulé. Il l'a pressé dans ma paume et a refermé mes doigts dessus. C'était une photocopie de la procuration, sa copie. Il avait demandé à Fabienne de la lui faire sur la machine du service, car une part de lui avait su que c'était l'élément central de toute cette affaire. « J'ai signé ce qu'il m'a mis sous les yeux », a dit Léandre, et sa voix était assurée, même si sa main ne l'était pas. Après le décès de ta grand-mère, et encore l'année dernière, d'autres papiers. Je ne les ai pas lus, mes mains tremblaient trop pour tenir les pages, et il n'arrêtait pas d'élever la voix. Je voulais juste qu'il arrête. Il m'a regardé, et il n'y avait pas de brouillard dans ses yeux, seulement de la honte, ce qui est un sentiment que seul un esprit clair peut ressentir. Il m'a dit que tu étais parti. Il m'a dit « Tu es parti. Tu n'as pas ton mot à dire. » Il l'a dit sur toi tellement de fois que j'ai fini par le répéter. J'ai déplié le papier sur mes genoux et je l'ai lu pendant qu'il m'observait. Et je tenais 2 choses en main en même temps, le document et la vérité sur la façon dont il l'avait signé. Et je savais que ces 2 choses, ensemble, constituaient soit le mur que mon père avait érigé, soit la fissure qui le ferait s'effondrer. Tout dépendait de ce que j'allais faire ensuite. J'ai lu le document 2 fois. C'était exactement ce que Delacroix avait deviné. Une procuration bancaire et générale très large, désignant Godefroy comme mandataire, signée il y a 6 ans et modifiée 1 fois au printemps dernier. La modification élargissait le pouvoir de mon père pour gérer et transférer les comptes et les biens de Léandre. C'est comme ça que l'utilitaire avait changé de main. C'est comme ça que les économies sortaient par la porte avec un manteau légal. Ensuite, j'ai fait l'autre chose que Delacroix m'avait dite, la chose qui comptait plus que n'importe quelle signature. Je l'ai testé, pas pour le piéger, pour le protéger, car si j'allais construire un dossier sur sa capacité de discernement, j'avais besoin de savoir si elle tiendrait face aux questions d'un médecin et d'un juge. Je lui ai demandé la date. Il me l'a donnée et a ajouté que c'était un mercredi, que la cafétéria servait du hachis parmentier le mercredi et qu'il avait l'intention de s'en passer. Je lui ai demandé où il était et pourquoi. Il me l'a dit simplement, son cœur, ses poumons et la chute sur les marches du porche.
Je lui ai demandé s'il comprenait à quoi servait une procuration. Il a répondu « Ça permet à un homme d'agir à ma place, et je peux la reprendre si j'ai le bon sens de savoir ce que je fais. » Je lui ai demandé s'il voulait la reprendre. Il m'a regardé avec ses yeux clairs et a dit « Depuis le jour où j'ai compris qu'il l'utilisait contre toi, oui, il n'y avait aucune confusion en lui. Il y avait un corps frêle et un esprit vif, et la loi ne se soucie que du second. » J'ai replié le papier et l'ai mis dans ma veste, près de mon cœur, là où je pouvais le sentir. Puis je suis allé passer des coups de fil. Mon père a découvert que j'avais été dans la chambre. Séverine a dû le prévenir. Quand je suis revenu ce soir-là, il avait fait déposer une note par la sécurité à l'accueil, et il m'attendait à nouveau dans le couloir, le visage plus rouge cette fois. « Tu n'as pas l'autorisation de l'approcher », a-t-il lancé assez fort, pour que le personnel se retourne. « J'ai la procuration. Je peux te faire expulser. » Une version plus jeune de moi lui aurait balancé les textes de loi à la figure juste là, aurait gagné le point et perdu la guerre. Je ne l'ai pas fait. J'ai calmement demandé à parler à l'assistant social de l'hôpital, car je savais qu'à l'instant où une dispute familiale atteint ce bureau, la propre machinerie de l'hôpital se met en marche. Un homme nommé Benoît est sorti, gestionnaire de cas, badge autour du cou, et arborant la même patience fatiguée que Fabienne. Je me suis présenté par mon nom complet et mon métier, et j'ai vu son attention s'aiguiser, car une clerc de notaire qui connaît les mots « capacité décisionnelle » n'est pas un parent qu'on peut éconduire d'un geste de la main. Je lui ai dit d'un ton égal qu'il y avait un conflit concernant les volontés de mon grand-père, que j'avais des raisons de croire qu'il était isolé et que le patient lui-même avait droit à une évaluation de sa capacité et le droit de décider qui lui rendait visite. Mon père a commencé à parler plus fort que moi, invoquant la procuration. Benoît a levé la main. « Monsieur, a-t-il dit, une procuration pour un patient capable ne prévaut pas sur la volonté du patient. Si Monsieur Vasseur a toutes ses facultés, c'est Monsieur Vasseur qui décide. » Le visage de mon père a encore eu ce vacillement d'une fraction de seconde. Benoît s'est tourné vers moi et a dit qu'il organiserait la venue du médecin traitant pour évaluer sa capacité le lendemain matin. Ce n'était pas une victoire, c'était une porte qui s'ouvrait d'1 centimètre. Mais j'ai appris qu'1 centimètre suffit si on a le pied prêt à s'y glisser. Cette nuit-là, j'ai travaillé comme je travaille sur une succession, avec un bloc-notes juridique, un téléphone et aucune indulgence pour mes propres sentiments jusqu'à ce que la liste soit terminée. J'ai rappelé Maître Delacroix et nous avons rédigé 3 documents ensemble par courriel, ligne par ligne. Premièrement, une révocation de la procuration existante, en la nommant par sa date pour qu'il n'y ait aucune échappatoire. Deuxièmement, un nouveau mandat de protection future me désignant, avec les pouvoirs stricts et honnêtes que Léandre voulait réellement. Troisièmement, des directives anticipées et la désignation d'une personne de confiance pour que plus personne ne puisse décider qui franchirait sa porte à sa place. Ensuite, j'ai trouvé la pièce la plus difficile. Un notaire qui accepterait de venir au chevet d'un hôpital. J'en ai appelé 4 avant qu'une notaire nommée Maître Soline ne dise qu'elle pourrait être là le lendemain après-midi. Pièce d'identité requise. Le patient devait être alerte et consentant. Alerte et consentant. Léandre était les deux, et un médecin était sur le point de l'écrire noir sur blanc. J'ai aligné les rendez-vous comme les engrenages d'un de ces mouvements d'horlogerie. L'évaluation de la capacité le matin, le notaire après le déjeuner, des témoins arrangés par Benoît et Fabienne. J'étais assise sur le lit de l'hôtel, pendant que les documents s'imprimaient à la réception un étage plus bas. Et pour la première fois, je me suis permis de croire que j'allais être y arrivé. Puis mon téléphone a vibré. C'était une collègue du cabinet qui me transférait un document qu'elle pensait que je devais voir. Une requête qu'elle avait repérée en consultant les registres pour moi au tribunal judiciaire. Mon père, il s'est avéré, n'était pas resté inactif pendant que je préparais ma liste. Il était allé au tribunal l'après-midi même et il avait déposé une requête qui pouvait m'exclure définitivement avant même qu'un seul de mes documents ne vaille le papier sur lequel il était imprimé. C'était une demande de mise sous sauvegarde de justice et de tutelle d'urgence. Mon père avait demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer Léandre incapable et de se faire nommer tuteur de sa personne et de ses biens. Je l'ai lu 2 fois sous la lumière de l'hôtel. C'était astucieux, de la façon dont les actions désespérées sont astucieuses. Si un juge déclarait Léandre incompétent, alors rien de ce que Léandre signerait ensuite n'aurait de valeur. Ma révocation serait nulle. Mon nouveau mandat de protection serait un bout de papier. Même son droit de choisir ses propres visiteurs
passerait à mon père par ordonnance du tribunal. Et la requête était pleine d'un poison insidieux. Elle décrivait Léandre comme confus et vulnérable. Elle me décrivait comme une petite fille brouillée avec sa famille qui avait abandonné les siens il y a des années et qui réapparaissait à l'approche de la mort du patient, tentant de l'influencer. Elle demandait une audience d'urgence, le genre que le tribunal planifie dans les 72 heures lorsque quelqu'un affirme qu'un adulte vulnérable est en danger immédiat. Le danger, selon la version de mon père, c'était moi. Je serai honnête. Pendant 1 minute environ, j'ai ressenti la vieille envie de me taire, de me replier sur Lyon et de laisser les avocats se battre sur le papier, pendant que je me dirais que j'avais fait de mon mieux. Cette envie est la chose en moi sur laquelle mon père avait toujours compté. Je l'ai étouffée. Parce qu'une audience n'est pas seulement un danger. Une audience, c'est une salle avec un juge à l'intérieur, où le patient a droit à la parole et où la vérité obtient une barre de tribunal. Mon père croyait construire un mur plus haut. En réalité, il venait de programmer l'affrontement public dont j'avais besoin, mais que je ne savais pas comment provoquer moi-même. J'avais 72 heures, 3 documents, un médecin et un grand-père qui avait encore toute sa tête. J'ai commencé à me préparer. Petite pause, car c'est le moment où beaucoup de gens auraient commencé à crier ou seraient rentrés chez eux, panser leur plaie, en se disant qu'ils avaient essayé. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Si vous croyez que la personne la plus calme dans la pièce est généralement celle qui détient la vérité, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que cela parvienne à quelqu'un qui a besoin de ce rappel aujourd'hui. Maintenant, ces 72 heures avant l'audience, Séverine les a passées à faire ce qu'elle faisait de mieux. Elle a travaillé la ville. Saint-Geniès est une petite ville. La famille de mon père y est implantée depuis longtemps, et une histoire traverse un endroit comme celui-là plus vite que n'importe quelle procédure judiciaire. Le jeudi, la version qui circulait était la sienne. Je l'ai entendue de la bouche de la femme à la réception de l'hôtel, qui ignorait que j'étais la petite fille de l'histoire. Vous avez entendu parler des Vasseur? La petite fille a disparu pendant des années. Maintenant, elle est de retour pour renifler l'argent du vieil homme avant même qu'il ne soit froid. Séverine l'a raconté sur le parvis de l'église, au salon de coiffure, dans la salle d'attente de l'hôpital où elle tenait court avec un gobelet de café en carton et une expression blessée. Elle ne mentait pas avec des documents comme le faisait mon père. Elle mentait avec de la compassion, ce qui est plus difficile à combattre, car on ne peut pas assigner une rumeur à comparaître. Et j'ai compris, debout dans ce bureau de l'hôtel, exactement quel genre de combat c'était. L'arme de mon père, c'était le papier, celle de mon frère, le silence, et celle de Séverine, le murmure. Aucun d'eux n'avait l'intention de m'affronter avec la vérité, parce que la vérité n'était pas de leur côté. Alors, j'ai pris une décision concernant ma propre arme. Je n'allais pas gagner ça au salon de coiffure ou dans la salle d'attente. Je n'allais pas échanger des rumeurs. J'allais gagner là où un murmure ne peut pas suivre, là où l'on doit lever la main droite et où tout est inscrit au procès-verbal. Qu'ils aient la ville. Je prendrai la salle d'audience. Thibault m'a croisé sur le parking ce soir-là et m'a dit doucement, presque comme des excuses, « Papa a peur, Apolline. Il est vraiment terrifié. » Je lui ai répondu, « Les hommes qui ont peur doivent quand même répondre de leurs actes. » Puis je me suis remise au travail. L'évaluation de la capacité a eu lieu le vendredi matin et je n'ai pas été autorisé dans la chambre, ce qui était normal. Le docteur Lemaire était une interniste avec ses lunettes de lecture, relevée sur la tête et l'attitude paisible de quelqu'un qui a eu cette exacte conversation 1 millier de fois. Elle a passé 40 minutes avec Léandre. Benoît m'avait expliqué après coup ce que ces évaluations recherchent, et je le savais déjà par mon métier. Le patient comprend-il sa situation? Peut-il raisonner sur des choix? Peut-il exprimer un souhait cohérent et expliquer pourquoi? Elle l'a interrogé sur son cœur, son argent et sa famille. Elle lui a demandé ce qu'était une procuration et elle lui a demandé ce qu'il voulait. Quand elle est sortie, elle m'a trouvé dans la salle des familles. Elle n'a pas souri, parce que les médecins ne célèbrent pas. Mais elle m'a donné ce dont j'avais besoin. Votre grand-père a sa capacité décisionnelle intacte, a-t-elle déclaré. Son corps lâche, son jugement est intact. Je vais l'inscrire dans le certificat médical circonstancié. Elle m'a précisé que le rapport serait daté du jour même. Frais, le genre de document qu'un tribunal prend au sérieux précisément parce qu'il est récent, clinique, et qu'il ne provient pas de quelqu'un ayant un intérêt dans l'affaire. Je lui ai demandé si elle comprenait ce que cela signifiait pour l'audience. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Cela signifie, a-t-elle dit, que quoi que cet homme décide pour lui-même, la loi doit l'écouter.
Je suis allé m'asseoir avec Léandre après ça, et je lui ai rapporté ce que le docteur avait dit. Il a hoché la tête comme si c'était évident, car pour lui, ça l'était. « J'ai toujours su ce que je voulais, a-t-il dit. C'est le reste de moi qui a démissionné. » Puis il a demandé quand la dame avec son tampon allait arriver. La notaire. Il était prêt. Moi aussi. Maître Soline est arrivé après le déjeuner, avec un dossier, son sceau de notaire, et cette façon prudente et neutre de parler que j'ai appris à apprécier chez ceux qui gèrent les signatures des autres. Elle a vérifié la carte d'identité de Léandre avec son visage. Elle lui a demandé son nom, la date, et s'il comprenait qu'il signait des documents légaux de son plein gré. Il a répondu à chaque question, et il a ajouté, parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, que la date était un vendredi, et que les vendredis étaient le seul bon jour pour réparer une horloge de cheminée, car on ne courait pas précipitamment vers le lundi. Maître Soline a presque souri. Fabienne s'est tenue là comme premier témoin. Benoît s'est tenu là comme second témoin, avec son badge officiel et tout le reste. Ensuite, page par page, j'ai regardé mon grand-père reprendre sa vie en main. Il a signé la révocation de l'ancienne procuration, sa main tremblante traçant les lettres avec lenteur et application. Et j'ai dû détourner le regard une seconde, car la bravoure d'un vieil homme effrayé qui observe sa propre main est une chose à laquelle je n'étais pas préparé. Il a signé le nouveau mandat de protection future, me désignant, avec les pouvoirs stricts qu'il désirait, et rien de plus. Il a signé les directives anticipées stipulant qui pouvait et ne pouvait pas prendre de décision pour lui, et qui pouvait franchir sa porte. Chaque signature, Maître Soline l'a authentifiée. Chaque signature, les témoins l'ont confirmé. Quand ce fut terminé, Léandre a posé le stylo et a laissé échapper un long soupir, comme un homme qui aurait porté une charge lourde dans un escalier et l'aurait enfin déposé sur le palier. « Voilà », a-t-il dit, « maintenant c'est de nouveau à moi. » C'était le travail le plus important que j'avais jamais accompli, et je n'en avais pas signé une seule ligne. J'avais juste tenu la porte ouverte assez longtemps pour qu'il le fasse lui-même. Les documents n'ont pas d'importance tant que les bonnes personnes ne savent pas qu'ils existent. J'ai donc passé le reste du vendredi à procéder aux notifications. Ce travail ennuyeux et décisif, qui permet de gagner des guerres silencieuses. J'ai remis une copie certifiée de la révocation et du nouveau mandat à Benoît, qui les a consignés dans le dossier médical de Léandre et a mis à jour la personne décisionnaire. L'hôpital répondait donc désormais à moi et à Léandre, et non plus à mon père. J'ai envoyé par courriel l'ensemble des documents signés à Maître Delacroix, qui a fait parvenir une notification formelle à la banque stipulant que l'autorité de Godefroy sur les comptes de Léandre était révoquée avec effet immédiat, ce qui a stoppé l'hémorragie en plein vol. J'ai fait porter une copie en main propre à l'avocat de mon père avant la fermeture des bureaux, parce qu'une audience où la partie adverse découvre sur les marches du palais de justice que le sol s'est dérobé sous elle et l'audience que je veux. Mon père l'a découvert vers 17 heures. J'étais dans le couloir à l'extérieur de la chambre de Léandre quand il est sorti de l'ascenseur, le papier serré dans le poing. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu Godefroy Vasseur perdre complètement sa voix douce. « Tu crois qu'un bout de papier change quoi que ce soit » a-t-il crié assez fort pour que 2 infirmières sortent du poste de soins. « Je suis son fils. J'étais là. Où étais-tu » Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, juste au-dessus d'un murmure, « J'étais à l'autre bout d'un téléphone que tu avais bloqué. » Je n'ai rien dit d'autre. Je suis passé devant lui pour entrer dans la chambre de Léandre et j'ai refermé doucement la porte derrière moi. À travers elle, je pouvais l'entendre qui continuait, et je pouvais entendre sa voix devenir de plus en plus petite à mesure que personne ne lui répondait. C'est le truc avec un homme qui n'a jamais gagné qu'en étant le plus bruyant. Enlevez-lui le silence dans lequel il crie, et il ne reste plus grand-chose. Geler les comptes arrêtait l'avenir. Le passé devait encore être justifié. Alors j'ai fait 2 autres choses avant que le week-end ne se termine. J'ai déposé un signalement au procureur de la République pour abus de faiblesse, clairement, avec les dates, les conclusions du médecin et les messages du téléphone. Parce que ce qui était arrivé à Léandre était de la maltraitance financière envers une personne âgée, que quelqu'un dans ma famille veuille l'appeler ainsi ou non. Et via Maître Delacroix, j'ai envoyé une demande formelle de reddition de compte, la procédure légale qui force un mandataire à montrer exactement ce qu'il a fait avec l'argent qu'il contrôlait. Une reddition de compte complète prendrait des semaines et une ordonnance du tribunal pour l'exiger. Mais dès l'instant où la banque répondait à nouveau à Léandre, je pouvais obtenir moi-même ses relevés récents, et même cette première mince liasse racontait l'histoire que je connaissais déjà dans les grandes lignes.
Sur 14 mois, il avait transféré la majeure partie des économies de Léandre vers un compte joint qu'il contrôlait, un peu à la fois, pour qu'aucun virement ne déclenche d'alarme. Il avait fait changer la carte grise et refinancé l'utilitaire et en avait tiré du liquide. Il avait remboursé une partie des découverts et crédits à la consommation de Thibault avec l'argent de Léandre, le sauvetage qu'il avait promis. Rien n'était falsifié. Tout avait été fait avec cette vraie signature vieille de 6 ans qu'il avait traitée comme un passe-partout. La cruauté ne résidait pas dans un vol spectaculaire. Elle était dans la patience du procédé, la façon dont il avait déguisé le pillage en prise en charge et compté sur le fait que personne ne vérifierait. Et encore moins la petite fille dont il avait déjà dit à tout le monde qu'elle avait pris la fuite. Le parquet a enregistré le signalement et ouvert sa propre enquête. Le genre d'enquête lente qui survit à n'importe quelle audience. Ses premiers relevés bancaires sont devenus une pièce à conviction, et chaque virement silencieux et patient que mon père avait fait dans l'ombre était sur le point d'être lu à voix haute dans une pièce avec un juge. Il avait eu 14 mois sans que personne ne regarde. Il lui restait environ 72 heures de ce répit. Le tribunal a fait ce que font les tribunaux quand quelqu'un demande à retirer les droits d'une autre personne. Il a envoyé ses propres yeux. Une mandataire judiciaire, Madame Rostand, a été nommée enquêtrice sociale, avec pour seule mission de déterminer ce qui était réellement dans l'intérêt de Léandre. N'ayant de compte à rendre à personne dans la famille, elle nous a tous interrogés. Je lui ai remis les documents, les conclusions du médecin, le téléphone, et je me suis forcé à répondre honnêtement à ses questions les plus dures, y compris pourquoi j'avais laissé passer 3 mois. J'ai fait confiance à un mur que j'aurais dû tester plus tôt, lui ai-je dit. C'est ma faute. Je le teste maintenant. Elle a pris des notes. Ensuite, elle a passé un après-midi avec mon père qui, m'a-t-on dit, a joué à merveille le rôle du fils dévoué. Il a parlé de tout ce qu'il avait sacrifié, des mois passés au chevet, de la fille qui s'était évaporée. Mais Madame Rostand avait déjà passé 1 heure avec Léandre à ce moment-là, et Léandre, à qui on avait demandé simplement ce qu'il voulait, le lui avait dit simplement. Il voulait sa petite fille. Il voulait que son argent revienne à son propre nom. Il voulait choisir où il passerait les vendredis qui lui restaient. Une enquêtrice sociale sait faire la différence entre un homme manipulé et un homme écouté, car poser cette question est l'essence même de son travail. Quand elle a déposé son rapport pour l'audience d'urgence, il recommandait de rejeter la mise sous tutelle. Il déclarait Léandre capable, estimait ses documents récents valides, et notait dans le langage prudent de la justice des inquiétudes crédibles concernant l'utilisation antérieure de son autorité par le requérant. Mon père avait demandé au tribunal d'examiner notre famille de près. Le tribunal avait regardé. Il n'avait juste pas vu ce que mon père voulait qu'il voie. La veille de l'audience, mon père m'attendait près de ma voiture sur le parking de l'hôtel. Pas de Séverine, pas de public, juste lui, paraissant plus petit dans l'obscurité qu'il ne l'avait semblé dans n'importe quel couloir. J'ai failli ne pas reconnaître l'homme dans sa voix. « L'entreprise est finie, Apolline, a-t-il dit. « Tu le savais » Dix 8 ans. « Et c'est fini. J'ai 60 ans. Personne n'embauche à 60 ans. » Il m'a dit qu'il était resté éveillé, à calculer ce que serait sa propre vieillesse, et qu'il n'avait rien trouvé dans la colonne où devrait se trouver l'argent de la retraite. Il m'a dit que, quand il était garçon, Léandre avait eu des centaines d'euros pour mes études de clerc de notaire, et pas un seul pour la boutique en faillite de son fils, et que c'était resté en lui pendant des années comme une écharde qui s'enfonce vers l'os. « Je ne le volais pas, a-t-il dit, et je crois qu'il en était convaincu. Je prenais juste ce qui me serait dû de toute façon, un peu en avance. L'espace d'un instant, j'ai vu l'homme effrayé sous la figure du père, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Ce n'était pas du pardon, mais une sorte de deuil pour la personne qu'il aurait pu être si la peur lui avait fait demander au lieu de prendre. Puis, je me suis souvenu du message dans le dossier des brouillons. J'ai peur, d'une écriture tremblante, n'allant nulle part. Si tu avais besoin d'aide, ai-je dit, tu aurais pu la lui demander. Il te l'aurait donnée. Au lieu de ça, tu m'as effacé, et tu lui as dit que j'étais parti, pour qu'il n'ait personne d'autre à qui demander à part toi. Il n'a pas répondu. J'ai déverrouillé ma voiture. On se voit au tribunal, ai-je dit, sans méchanceté. Il avait eu son moment pour être humain. Il l'avait utilisé pour s'expliquer, pas pour s'excuser. Alors demain, je laisserai la justice faire le reste. La salle du tribunal judiciaire de Saint-Geniès est une pièce ordinaire avec une mauvaise acoustique et un drapeau dans le coin, et elle était plus remplie que ne l'est habituellement une audience d'urgence du juge des contentieux de la protection, parce que Séverine s'en était assurée. Il y avait des visages de la paroisse et du salon de coiffure,
venu voir la petite fille qui était revenue pour l'argent. Thibault était assis au deuxième rang, fixant ses mains. Benoît et Fabienne étaient là sur convocation, et Madame Rostand et Maître Delacroix étaient à mes côtés, bien qu'il m'ait dit sur les marches que ce serait moi qui parlerais le plus, car je connaissais ce dossier dans ma chair, et les juges font confiance à la personne qui a vécu les faits. Et là, dans un fauteuil roulant près du premier rang, avec un tube d'oxygène sous le nez, il y avait Léandre, parce qu'il avait insisté pour venir, parce qu'un homme qu'on veut déclarer incapable a le droit de se présenter et de prouver le contraire. L'avocat de mon père a pris la parole en premier. Il a dressé le tableau que la requête promettait. Un vieil homme confus et vulnérable. Un fils dévoué qui avait tout sacrifié pour s'occuper de lui. Et une petite fille brouillée avec eux depuis des années, qui avait surgi à la fin pour monter un mourant contre sa propre famille et s'emparer de son patrimoine. Il était doué. Il s'est servi de mes 3 mois de silence comme d'un couteau. Et puis mon père s'est penché en avant et l'a dit lui-même, au juge d'une voix devenue dure. La phrase qu'il répétait à Léandre depuis 1 an. Elle est partie. Elle n'a pas son mot à dire. La salle a murmuré. Quelque part derrière moi, quelqu'un a dit « C'est vrai » à mi-voix. J'ai senti chaque regard dans cette pièce se poser sur moi, et j'ai senti monter la vieille envie de rétrécir, de me taire, de laisser l'homme le plus bruyant gagner, comme il l'avait toujours fait. Je me suis levé, à la place. J'ai boutonné ma veste et j'ai demandé à la cour, de la voix la plus calme que je possédais, la permission de répondre. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois. J'avais appris il y a longtemps que dans une pièce construite pour les cris, la voix calme est celle que les gens se penchent pour écouter. J'ai commencé par la loi, car la loi était de mon côté et les sentiments de mon père n'étaient pas la question soumise au tribunal. Madame le juge, tout adulte, est présumée capable jusqu'à ce que ce tribunal décide le contraire. Le requérant vous demande de décider le contraire. Les preuves ne vous le permettront pas. J'ai alors exposé les pièces du dossier une par une, glissant chaque copie au greffier. L'évaluation de la capacité du docteur Lemaire, datée du jour de l'examen, concluant que Léandre possédait la pleine capacité décisionnelle. Le rapport de l'enquêtrice sociale, indépendante et mandatée par le tribunal, recommandant de rejeter la tutelle et trouvant Léandre capable et clair dans ses souhaits. La révocation proprement exécutée, signée et authentifiée de l'ancienne procuration. Le nouveau mandat de protection future et les directives anticipées signées de la propre main de Léandre devant une notaire, une infirmière en chef et un gestionnaire de cas de l'hôpital. J'ai laissé les documents faire ce que font les documents. C'est, à dire, rester là, poser, à dire la vérité pendant que tout le monde les regarde. La tutelle est l'option la plus restrictive dont dispose la loi, et je dis, ce tribunal est tenu de privilégier la mesure la moins privative de liberté. Mon grand-père en a déjà choisi une. Il a révoqué une autorité qui était utilisée à mauvais escient et il a nommé son propre mandataire. La mesure la moins privative de liberté est de laisser les choix d'un homme capable s'appliquer. Puis j'ai pris les relevés bancaires et j'ai gardé une voix parfaitement égale. La requête qualifie mon grand-père de vulnérable. Il ne l'était pas pour moi. Sur 14 mois, le requérant a utilisé une procuration de complaisance pour déplacer la majeure partie des économies de mon grand-père vers un compte qu'il contrôlait pour refinancer son véhicule et pour rembourser les dettes personnelles d'un tiers. Je n'ai pas regardé Thibault. Je n'en avais pas besoin. Un signalement a été fait au procureur pour abus de faiblesse et une enquête est ouverte. Ces transferts figurent déjà dans le dossier devant vous et une reddition de compte complète montrera le reste. L'avocat de mon père a protesté, disant qu'il s'agissait d'une audience de tutelle et non d'un procès pour fraude. La juge, une femme aux cheveux gris qui avait clairement déjà vu cette pièce se jouer, a déclaré avec flegme que l'utilisation antérieure de son autorité par le requérant était directement pertinente pour savoir s'il fallait lui en confier davantage. Je me suis assise. Mon père ne se penchait plus en avant. Il agrippait la table. Sa mâchoire se contractait et je pouvais voir le calme qu'il avait porté pendant 1 an commencer à se déchirer aux coutures. Puis Léandre a demandé à parler. La juge lui a demandé s'il en était capable et il a répondu, sec comme une pierre. « Jeune femme, j'en suis capable depuis 84 ans. Même les dames de la paroisse au fond ont ri. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était fini, bien que mon père ne l'ait pas encore senti. On l'a roulé vers l'avant. Il n'avait pas le souffle pour un long discours, alors il a fait court. Et cette brièveté fut comme une lame. « Je ne suis pas confus, a-t-il dit. Je suis mourant. Ce sont 2 choses différentes. Mon cœur lâche,
pas ma tête. Il a regardé la juge, pas mon père. Mon fils m'a dit que ma petite fille m'avait abandonné. Il m'a montré des messages. Je l'ai cru pendant un moment parce que le croire faisait moins mal que la vérité. Puis il a tourné la tête lentement et a regardé Godefroy pour la première fois de la matinée. Il lui a dit que je ne voulais pas la voir. Il m'a dit qu'elle ne voulait pas me voir. Il a écrit les deux sur mon propre téléphone. La salle est devenue très silencieuse. Il lui a dit « Tu es parti. Tu n'as pas ton mot à dire. » La voix de Léandre ne s'est pas élevée, mais elle n'a pas tremblé non plus. Pas sur ce point. Voici mon mot à dire. Je l'ai réclamé chaque jour. C'est lui qui l'a empêché de venir. Et c'est là que mon père s'est effondré. Il s'est levé de sa chaise en hurlant. Toute la douceur envolée, la performance terminée. Juste un homme effrayé à la fin d'une situation qu'il ne pouvait plus contrôler. Il ne sait pas ce qu'il dit. Elle l'a retourné. Vous ne le voyez pas? Elle l'a retourné. Il criait assez fort pour que l'huissier se déplace. Je n'ai pas bougé du tout. Je suis resté sur mon siège, les mains croisées, parce que je comprenais, enfin et totalement, que la personne la plus calme dans la pièce était celle que la pièce croirait. La juge a laissé le silence s'installer après que mon père soit tombé à court de souffle. Puis elle a parlé sans hâte. Elle a conclu, sur la base de preuves claires et irréfutables, que Léandre Vasseur possédait toute sa capacité. Elle a rejeté la requête de mise sous tutelle. Elle a confirmé la validité de la révocation et du nouveau mandat de protection future. Elle a ordonné que la restriction abusive des visites cesse immédiatement, que Léandre choisisse lui-même ses visiteurs à l'avenir et qu'une reddition de comptes complète soit effectuée et transmise, avec les conclusions de l'enquête pour abus de faiblesse, pour d'éventuelles poursuites. Elle a regardé mon père par-dessus ses lunettes en prononçant cette dernière partie, et il n'y avait rien de doux là, dedans. Il était entré dans cette salle pour qu'on lui remette le contrôle total de la vie d'un homme. Il en est ressorti avec moins que ce qu'il avait en entrant, et un dossier pénal portant son nom. Léandre a vécu encore 11 semaines. Nous les avons bien passées. Avec la tutelle morte et son pouvoir de décision à nouveau entre ses mains, il a choisi son propre chapitre suivant, une petite résidence autonomie à 2 rues de la boutique, où il avait réparé des horloges pendant 30 ans, pour pouvoir voir la devanture depuis sa fenêtre. J'étais sa personne de confiance, mais je n'ai jamais eu à utiliser cette autorité car il a gardé toute sa tête jusqu'à la fin et a pris ses propres décisions, ce qui est exactement comme il le souhaitait. La reddition de comptes a été terminée et les chiffres étaient laids, mais le tribunal a ordonné la restitution de ce qui a pu être tracé. La banque a annulé les transferts qui n'avaient pas encore été compensés et une bonne part de ses économies est revenue à la maison. Le procureur de la République a donné suite au signalement et l'affaire, pour le reste, a suivi la voie que prennent ces affaires. Lentement par les canaux civils et pénaux qui ne se souciaient pas de savoir à quel point un fils se dit dévoué. Le sauvetage de Thibault s'est évaporé le jour où les comptes ont été gelés. Ses dettes sont redevenues les siennes et aux dernières nouvelles, il les remboursait enfin lui-même, à 37 ans. Quant aux limites, je n'ai pas crié. Et je n'ai pas triomphé. J'ai fait changer les serrures de la maison de Léandre, qui était toujours la sienne. Et je me suis assuré que les contacts de mon père passent par le cabinet de Maître Delacroix et par le tribunal, par écrit, là où était leur place. Séverine a cessé de raconter son histoire quand la salle d'audience en a raconté une différente à la même ville. Et mon père, à la fin, a obtenu la chose dont il avait si peur, une vieillesse avec une colonne vide là où l'argent devrait se trouver. Sauf que maintenant, ce vide, il l'avait lui-même mérité. Je m'asseyais avec Léandre lors de ses bons jours, et nous démoncions une horloge de cheminée qu'il n'avait jamais finie, étalant les minuscules engrenages sur une serviette, et il me montrait de ses mains tremblantes comment chacun ne fonctionne, que parce que celui d'à côté fonctionne aussi. Lors de son dernier après-midi lucide, il a tenu ma main et a dit « Tu ne l'as pas laissé gagner ». Je lui ai répondu que j'avais eu un bon professeur. Il a dit « La chose à laquelle je pense le plus maintenant, la chose que je te laisserai, c'est que ce n'a jamais été une question de rester ou de partir. Il s'agissait de savoir qui se présente de la bonne manière quand on ne peut plus se lever soi-même. La valeur d'une personne ne s'est jamais mesurée au fait de rester dans la ville où elle est née, mais au fait d'être prête à se lever de la bonne manière quand celui qui l'a élevée ne le pouvait plus. Voilà mon histoire. Une infirmière qui a remarqué quelque chose, un téléphone qui a enfin dit la vérité, et un grand-père qui savait ce qu'il voulait jusqu'à la toute fin. Si cela vous a rappelé de vérifier qui détient une procuration pour quelqu'un que vous aimez,
ou de poser une question honnête à vos parents cette semaine, prenez-le comme un signe et faites-le aujourd'hui. Partagez ceci avec quelqu'un qui en a besoin. Commentez, abonnez-vous et on se voit dans la prochaine vidéo.